Howdy folks, oui, c'est pas le décor habituel, je suis déjà à Fort Worth pour préparer le podcast qui va arriver pour la nuit présidentielle américaine, le grand stream mardi 5 novembre à 21h. Vous le savez maintenant, mais pour ceux qui ne savent pas, vous retrouvez le lien en description. Je serai avec le Guise et Baptiste Marché. On a loué un studio dans la région de Dallas avec une vraie équipe technique derrière pour vous proposer la meilleure expérience. Il y aura une dizaine d'invités qui vont se relayer toute la nuit entre 21h et 7-8h du matin. Ça va être complètement dingue. J'espère que vous serez au rendez-vous. Mais oui, l'élection américaine approche et je vais devoir me mouiller un petit peu. Je voudrais vous donner les 16 points qui, selon moi, font que Donald Trump va remporter cette élection. Je sais comment ça va se passer. Si Donald Trump finit par perdre, on va ressortir des clips de cette vidéo et tout ça, mais en fait, je m'en fiche. Et puis de toute façon, si je me trompe, c'est pas bien grave. Je vais quand même vous montrer les 16 points qui, selon moi, font que Donald Trump va remporter cette élection. Et le point numéro 1, c'est évidemment son avance dans les sondages. Alors, avance dans les sondages, attention, je tiens à préciser que l'élection reste extrêmement serrée quand on regarde les agrégats de sondage. Actuellement, Trump est en tête dans l'agrégat Real Clear Polling. Il y aura une vidéo demain où on va vraiment faire le point sur les tout derniers sondages à 24 heures de l'élection. Mais là, actuellement, il y a des bonnes nouvelles sur le camp Trump. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse dans ces sondages, c'est pas tellement de montrer que Trump a 0,3 points d'avance dans un état clé ou je sais pas quoi. L'idée, c'est de voir par rapport aux autres à la même période en 2016 et à la même période en 2020. Parce qu'en fait, vous savez que les sondages ont tendance à favoriser les démocrates. Et en fait, par exemple, dans l'élection de 2020, eh bien, les sondages se sont trompés de 4 points en faveur de Biden. Ils donnaient Biden gagnant avec 8 points d'avance. Et au final, Biden a remporté le vote populaire avec 4,5 points. Donc, ils ont tendance, ces sondages, à favoriser les démocrates. Et là, eh bien, malgré ce biais à gauche des sondeurs, eh bien, force est de constater que Trump a quand même une légère avance. Donc, en fait, si cet écart en faveur des démocrates se recentre comme c'est le cas d'habitude, eh ben, c'est une très bonne nouvelle pour le camp Trump. Alors après, attention, les démocrates qui vont vous dire, c'est oui, mais les sondeurs ont appris de leurs erreurs. Peut-être. Écoutez, moi, regardez le dernier sondage d'Atlas Intel. Atlas Intel, le sondeur le plus précis de l'élection de 2020, donne Trump gagnant. Rasmussen, second sondeur le plus précis de l'élection de 2020, donne Trump gagnant, même au vote populaire. Je vous donne Atlas Intel donne Trump gagnant au vote populaire, ce qui serait complètement incroyable. Bon, encore une fois, on fera le point sur les sondages dans la vidéo de demain, mais il y a quand même de très très bonnes nouvelles dans les sondages pour le camp Trump. Alors comment ça se fait qu'il est plus performant dans les sondages qu'en 2020 ? Eh bien moi je peux l'expliquer par quelque chose de très très simple et c'est mon point numéro 2. Trump a réussi à rallier des gens, soit des indécis, soit des démocrates. Pensez à Robert Kennedy, pensez à Elon Musk, ancien démocrate, pensez à Tulsi Gabbard par exemple. Et là, récemment, les discussions qu'il y a avec Rand Paul, vous savez Rand Paul, le grand libertarien, les libertariens ce sont des gens qui soit votent le parti libertarien de Chase Oliver, mais bon, le parti libertarien de Chase Oliver en 2024, c'est un petit peu plus un parti libertaire qu'autre chose, si vous me demandez mon avis. Donc, il y a beaucoup de vrais libertariens hardcore. Je sais qu'il y a plein de déclinaisons du libertarianisme, mais beaucoup de libertariens s'abstiennent. Ils se disent que la politique, ça ne sert à rien. Et par contre, ces libertariens sont très très accrochés à Rand Paul, qui lui est un vrai libertarien convaincu depuis presque un siècle, cet homme est là depuis le début. Et là, Rand Paul pourrait avoir un rôle dans l'administration au même titre qu'un Robert Kennedy Jr., au même titre qu'un Elon Musk, au même titre qu'un Tulsi Gabbard et de plein d'autres qui soit raccrochent des démocrates derrière Trump, soit raccrochent des indécis ou des indépendants, des gens sans étiquette derrière Trump. Donc ça, c'est mon point numéro 2. Excellente nouvelle pour le camp Trump. Troisième point, c'est que les soutiens de Kamala habituels, je parle du vote des Noirs, je parle du vote des minorités, notamment des Hispaniques, eh bien, dans les sondages, là, descend de plus en plus. On avait vu que d'habitude, 93% des Afro-Américains votaient pour les démocrates et que là, il y avait un revirement de situation. Trump pourrait faire entre 15 et 20% du vote des Afro-Américains. Alors, c'est que 13% de la population, c'est pas significatif. Les Hispaniques, c'est un peu différent. D'habitude, c'est plutôt 60-40 et là, ce serait plutôt du 50-50. Donc, en fait, Trump gagne en électorat auprès des minorités et la question, ça va être de savoir est-ce qu'il perd de son électorat favori, c'est-à-dire la majorité blanche américaine. Et c'est là que tout va se jouer, mais on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Quatrième point, et c'est le fait que normalement, il y a tout un appareil médiatique, de syndicats, de grands groupes comme ça qui soutiennent d'emblée les démocrates. Je pense à USA Today par exemple, ou des médias comme Washington Post ou Teamster, vous savez ce grand syndicat, c'est une confrérie de travailleurs, d'habitude soutiennent les démocrates quoi qu'il arrive. Et là, on a vu des grands médias, par exemple Washington Post, qui avaient soutenu les démocrates depuis Clinton en 92 sans problème, qui là s'abstiennent de soutenir officiellement un des deux candidats. C'est quand même un peu étrange, parce que si vous êtes démocrate et convaincu que Trump est l'ennemi de la démocratie et qu'il faut absolument voter contre lui, peu importe quel candidat est en face,
eh bien, ne pas appeler à voter pour Harris, c'est quand même d'un côté la renier, et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le camp Harris, et ça montre qu'il y a un changement dans la politique, et c'était mon point numéro 4. Autre soutien qui a été perdu par les démocrates, point numéro 5, c'est Big Tech. Big Tech en 2020, c'était la censure de Donald Trump sur Twitter, c'était la censure de l'affaire Hunter Biden sur Facebook, c'était des médias derrière qui rabâchaient toujours qui étaient en fait porte-parole du Parti démocrate et du gouvernement, du Deep State, mais là, où est Big Tech? Eh ben oui, il y a un petit peu de censure sur Facebook, oui, il y a un petit peu de tout ça, mais là, X, Twitter, appartient à Elon Musk et il y a eu beaucoup plus de news qui ont été relayées. Par exemple, cette histoire à Springfield dans l'Ohio, cette histoire d'écureuil là dont on entend parler Peanut ce week-end, vous avez sans doute vu passer cette info-là, tout ça c'est typiquement le genre de news qui n'aurait pas circulé aussi librement que ça l'est cette année. Donc les démocrates ont moins la mainmise sur Big Tech et sur ces grosses entreprises tech et notamment les réseaux sociaux que d'habitude, et ça c'est clairement à l'avantage de Trump. Autre chose qui est à l'avantage de Trump, c'est qu'en fait les sujets sur lesquels on fait confiance à Trump sont les sujets de prédilection pour les Américains. Les sujets en ce moment, c'est les crimes, l'immigration et l'inflation. Ce sont les deux principaux sujets. Je sais que si vous regardez MSNBC ou des médias de gauche, on va vous dire que l'avortement est un sujet super important pour les Américains. Ces gens-là n'ont jamais mis les pieds aux États-Unis en dehors de Manhattan et du centre-ville de Los Angeles ou de San Francisco, parce que les Américains, lors de ce cycle électoral, se fichent complètement, ils se fichent pas complètement de l'avortement, mais c'est vraiment pas le sujet numéro 1. Effectivement, Trump serait, si le sujet numéro 1 était l'avortement, Trump serait en retrait. Le truc, c'est que là, les sujets numéro 1, c'est l'immigration hors de contrôle et l'inflation. Et là, Donald Trump est excellent sur ces sujets-là. Regardez d'ailleurs cette carte qui a été partagée par Nate Silver. On va revenir sur Nate Silver un peu plus tard, évidemment. Mais cette carte partagée par Nate Silver qui montre là où l'inflation a été la plus forte selon les États. Et là où l'inflation a été la plus forte, c'est là où Trump a gagné le plus dans les sondages par rapport à ses scores de 2020. Regardez le Nevada, regardez l'Arizona. C'est très très important ça. Là où le coût de la vie a augmenté le plus dans ces 4 dernières années, c'est là où Trump fait les meilleurs scores, les meilleurs gains depuis 2020. Si ça ne vous prouve pas ce que je vous ai donné dans le point numéro 1. Ensuite, autre chose qui est rassurant pour l'équipe Trump, c'est les scores au niveau du vote anticipé. J'avais fait toute une vidéo chez les méchants capitalistes sur ça, vous pouvez les retrouver en description. Mais là, actuellement, les républicains font mieux qu'en 2020 sur le vote anticipé, et on sait aussi que les républicains ont tendance à beaucoup se déplacer en personne le jour J. Donc là, on pourrait avoir une cumulation de beaucoup de votes le jour J, plus déjà des votes anticipés qui ont été bien envoyés par les républicains dans les dernières semaines. Donc, une bonne nouvelle pour le camp Trump de ce côté-là. Point numéro je sais pas combien, c'est la performance de Trump dans les rallyes. En 2020, c'était sur fond de Covid, il pouvait pas faire de grands meetings politiques, il en a fait, mais il pouvait pas le faire autant que maintenant. Et ça, c'est le dessert, parce que Trump, c'est le showman qui monte sur scène. Donc, quand on peut pas le permettre de faire son one-man show et d'aller convaincre les foules comme ça, il se débrouille moins bien. Et là, en 2024, Trump a fait énormément de rallyes, absolument partout. Harris en a fait aussi, mais Trump en fait plus. Et aussi, point suivant, quand Harris fait des meetings, parfois c'est le bad buzz. Est-ce que vous avez vu cette séquence ? Oh, you guys are at the wrong rally. Oui, ça c'est pas bien pour elle, parce qu'il y a une majorité de chrétiens aux États-Unis, et je sais que si vous êtes un Français déchristianisé, vous allez vous dire c'est pas super important, la majorité des gens sont ratés. En France, peut-être, aux États-Unis, absolument pas. Quand on vous dit que vous n'êtes pas au bon endroit quand vous voulez soutenir Jésus, c'est un très très gros problème aux États-Unis, et ça montre clairement où sont les démocrates. Les démocrates sont dans la politique, ils sont dans la quête du pouvoir, les républicains, eux, sont avec le peuple, et le peuple américain est majoritairement chrétien. En parlant de coups médiatiques comme ça, combien est-ce qu'il y a eu de bad buzz pour Kamala Harris? Et combien il y a eu d'images iconiques pour Donald Trump? Bien évidemment, la photo Fight, Fight, Fight lors de la première tentative d'assassinat de Trump, mais aussi Trump au McDonald's, Trump dans le camion poubelle. Trump a sorti énormément de photos chocs, de photos qui le montrent en situation, de photos que les gens vont garder en mémoire même après cette élection. Combien y a-t-il de photos de ce genre pour Kamala Harris? Donnez-moi en commentaire un événement marquant de la campagne de Kamala Harris qui va rester dans les livres d'histoire dans les 20-30 prochaines années. Allez-y, dites-le moi, parce que moi pour Donald Trump, je peux vous en trouver 5-6. D'ailleurs, on a quelqu'un qui va vous faire une chronique spécialement sur ce sujet-là, le mardi 5 novembre à partir de 21h, heure française. Encore une fois, j'espère que vous serez au rendez-vous. En parlant de coups médiatiques, Trump au McDo, c'était complètement incroyable. Je résiste pas à l'envie de vous montrer ce commentaire que quelqu'un a laissé derrière, sous une de mes vidéos et qui m'a dit « Depuis que Trump est passé au McDo, le moral du camp Kamala s'effrite. » J'ai trouvé ça absolument incroyable.
Point suivant, en parlant de faits marquants, Kamala Harris, ça s'est surtout illustré par des interviews un peu ratées. L'interview avec Bret Baier sur Fox News était absolument désastreuse pour elle, et même sa première interview amicale avec Dana Bash sur CNN était vraiment pas terrible. Elle a été accompagnée de son colistier, on en a parlé beaucoup. Les interviews de Kamala Harris dans les médias étaient soit sur des médias de niche un peu bizarres, son truc chez Call Her Daddy, tout ça, c'était vraiment chelou. Mais ensuite, quand elle a fait des interviews mainstream, ça s'est pas bien passé. Alors que Donald Trump, il va sur des plateaux hostiles, il fait des town halls, bon, Harris aussi, mais encore une fois, se rappelle-t-on des town halls de Harris, alors que Donald Trump, lui, lâche des punchlines dans tous les sens, et c'est ça que les gens partagent sur les réseaux sociaux. Enfin bref, là où je voulais en venir, c'est que Donald Trump, c'est des grands podcasteurs, c'est des grands comptes Twitch, c'est du Lex Fridman, c'est du Joe Rogan. Harris n'a pas du tout été sur ces plateaux-là. D'ailleurs, Joe Rogan et Lex Fridman, c'est un autre exemple de gens qui sont plutôt à gauche d'habitude, ou plutôt indécis, ou plutôt abstentionnistes. Et là, Trump les a, à mon avis, complètement convaincus. Point suivant, et là on va faire une petite expérience de pensée. Pensez à l'électorat typique de Trump, le blanc américain rural, c'est globalement ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont voté pour Trump en 2020 qui ne voteront pas pour lui en 2024 ? Moi je pense que non. Du coup ça veut quand même dire que Trump va récupérer ses voix de 2020. On l'a vu, il va récupérer beaucoup de voix chez les démocrates et les abstentionnistes, il va récupérer des voix chez les minorités. Ok, très bien. Maintenant, Kamala, elle récupère quoi comme voix ? Quel électorat a été convaincu par Kamala ? Quel électorat n'a pas voté pour Biden en 2020, mais va voter pour Kamala Harris en 2024 ? Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ah bah c'est les 18 ans, les mecs TikTok, tout ça, tout ça ». Ces gens-là, c'est pas très clair dans les sondages, c'est plutôt du 55-45 pour Harris, mais ces gens-là aussi votent pour Trump. Trump fait des excellents scores sur TikTok, fait des excellents scores auprès des jeunes, notamment grâce à ses interventions chez des grands streamers Twitch. C'est pas si évident que ça que Kamala Harris va faire des énormes scores chez les 18-25 ans. Et donc, je vous repose la question, qui n'a pas voté pour Biden en 2020, mais va voter pour Kamala Harris en 2024 ? Point suivant, les démocrates sont divisés. Alors ça, c'est des rumeurs, c'est des gens qui sont soi-disant dans le staff de campagne, qui rapportent des discussions qui se passent derrière des portes closes. Mais le fait que Joe Biden a été dégagé un peu sèchement, il y a quand même des rumeurs que les deux se détestent. Les deux se détestent personnellement, mais aussi les équipes des deux se détestent. Ils sont censés travailler ensemble pour coordonner une campagne démocrate. Et ben, il paraît que ça se passe pas très bien. Alors ça, c'est beaucoup de rumeurs sur Internet. Évidemment, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ça se trouve, c'est des fake news qui sont propagées. Mais en tout cas, Joe Biden n'est pas tellement intervenu dans la campagne Harris. On l'a vu un petit peu à la convention. On l'a vu faire quelques déclarations. On l'a vu surtout faire des boulettes, notamment cette histoire d'appeler les sympathisants de Trump des ordures. Alors je sais que les démocrates essaient de changer ce qui s'est passé, ils disaient oui, il a qualifié la blague du gars qui a fait une blague sur Porto Rico. Oui, bon, écoutez, très bien, mais en parlant de soutien d'ailleurs, le sénateur de Porto Rico, alors je dis sénateur, c'est pas vraiment sénateur parce que Porto Rico n'est pas un État, mais ils envoient quand même des représentants au Congrès, même s'ils n'ont pas de droit de vote, ils n'ont pas de représentation. Cette personne-là a soutenu Donald Trump. Donc en fait, si cette blague de Porto Rico avait vraiment déplu aux habitants de Porto Rico, eh ben leur sénateur serait peut-être pas en train de soutenir Donald Trump au lieu de Kamala Harris. Bon, point suivant, c'est que c'est pas facile pour les démocrates parce que souvent c'est moins facile pour le président sortant. Obama avait fait moins de votes en 2012 qu'en 2008. Donald Trump, évidemment, n'a pas été réélu en 2020 par rapport à 2016. C'est toujours plus facile pour le gars sortant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Kamala Harris fait beaucoup sa campagne sur « Je ne suis pas Joe Biden, mais je suis un peu Joe Biden ». Mais on avait vu Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, qui avait dit « On ne peut pas se permettre d'avoir encore 4 ans comme ça », comme si c'était pas les démocrates qui étaient au pouvoir depuis 4 ans avec une super majorité au Congrès depuis entre 2020 et 2022. Ils essayent de se détacher des 4 dernières années comme si c'était pas les leurs, justement parce que c'est toujours plus difficile pour le incumbent, pour le président sortant, de se faire réélire, de reconvaincre, parce qu'en général, ça s'est pas très bien passé. Avant-dernier point, et là on va reparler de Nate Silver. Vous savez, Nate Silver, c'est un statisticien qui lui essaie de déterminer la probabilité de victoire. Il n'est pas en train d'essayer de déterminer quels États vont être remportés ou nécessairement quel score, quel nombre de votes vont aller pour chaque candidat. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les probabilités de victoire. Et Nate Silver, actuellement, dit vraiment que c'est un toss-up complet. C'est-à-dire qu'il y a égalité presque parfaite entre les deux candidats. Tu aurais plus de chances en lançant une pièce de déterminer qui va gagner l'élection que de faire des calculs. Voilà. Il y a des données partout, mais c'est impossible de savoir qui va remporter l'élection mardi encore, selon lui. Le truc, c'est que si on regarde les tendances qui s'est passé dans son modèle, donc le modèle de Nate Silver, et donc si vous regardez l'historique de ce modèle de Nate Silver depuis juillet, vous voyez que quand Kamala était au plus haut, elle n'a jamais été plus haute que quand Trump était à son plus haut. Et pareil, quand Kamala était au plus bas, Donald Trump n'a jamais atteint ce score le plus bas. Donc quand c'est haut, c'est Trump qui est le plus haut, et quand c'est bas, c'est Kamala qui est le plus bas. Donc là,
faites ce que vous voulez de cette information, mais c'était mon point numéro 15. Point numéro 16, et celui-là je le réserve à mes souscripteurs YouTube et mes abonnés Patreon parce que c'est une anecdote très très personnelle, mais en tout cas c'est celle qui moi, au plus profond, me convainc le plus que Donald Trump va remporter cette élection. Et par pudeur, je vais la réserver à un petit groupe, à ceux qui me soutiennent le plus, mais c'est selon moi la raison numéro 1 qui fait que Donald Trump va remporter cette élection présidentielle de 2024. Retrouvez les liens en description si vous souhaitez soutenir la chaîne et le live du mardi 5 novembre à partir de 21h heure française qui va commencer et qui m'a demandé beaucoup d'organisation puisque je suis ici déjà à Dallas-Fort Worth pour le live de mardi alors qu'on est dimanche là. Je suis arrivé 3 jours avant pour être sûr que tout soit carré et que tout marche bien pour vous. Demain, je vais me rendre au studio pour peaufiner vraiment les derniers détails techniques avec l'équipe là-bas. Ça va être incroyable. J'espère que vous serez au rendez-vous et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. 16 points qui, selon moi, font que Donald Trump va remporter cette élection présidentielle américaine. On se retrouve le 5 novembre. God bless America.